Le rugby est géopolitique dans le sens où il est aujourd'hui mondialisé ou en partie mondialisé et qu'il est le théâtre d'affrontements pacifiques évidemment entre un certain nombre d'institutions, de fédérations qui se disputent, se bagarrent pour obtenir certaines attributions ou certains éléments. Il y a un événement qui marque vraiment le côté géopolitique du rugby, c'est évidemment l'attribution de la Coupe du Monde en 1995 à l'Afrique du Sud et surtout la victoire des Springboks avec Nelson Mandela juste dans une période post-apartheid. Mais il y a énormément d'exemples qui sont intéressants à étudier. Par exemple, l'histoire très complexe du rugby en Irlande et l'Irlande du Nord. Il y a également les relations que l'Angleterre peut avoir avec un certain nombre de ses partenaires. Et donc c'est autant d'éléments qui me semblaient intéressants à étudier, notamment aussi parce qu'il y a assez peu d'études d'un point de vue géopolitique sur le rugby, à la différence du football, à la différence des Jeux Olympiques et Paralympiques, et il me semblait donc intéressant de faire un focus sur ces éléments-là, en se nourrissant, s'enrichissant d'éléments historiques, d'éléments économiques, d'éléments sociologiques, pour essayer de donner une autre vision du rugby et de faire du rugby un outil de compréhension du monde. Alors la situation aujourd'hui du rugby international, elle est en cours d'évolution, puisque aujourd'hui 121 fédérations nationales sont membres ou affiliées de la fédération internationale qui s'appelle World Rugby. Quand on compare avec les autres fédérations internationales, c'est très peu, puisqu'au final, il y a plus de 210 fédérations nationales qui sont membres des fédérations telles que la FIFA ou la fédération de volley ou d'athlétisme. Donc c'est encore quelque chose qui est en développement, en croissance, surtout quand on sait qu'en 1987, date de la première Coupe du Monde de rugby masculine, il n'y avait que 8 membres de cette fédération internationale. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que cette évolution, cette photographie du rugby international, elle est liée évidemment avec le développement historique de ce sport, où il est incontournable de parler de l'Angleterre et de son rôle. Et quand on regarde l'importance que peut avoir l'Angleterre à la fin du 19e siècle, mais également dans tout le 20e siècle, on retrouve aussi cette diffusion du rugby à l'échelle internationale avec l'utilisation de sa marine, avec l'utilisation de son école, de sa puissance scolaire, universitaire, qui permettait de diffuser le rugby à l'échelle internationale. Et donc c'est aussi pour ça que certains pays proches de l'Angleterre ne jouent pas au rugby, à la différence de pays extrêmement lointains, où là par contre la pratique est ancrée depuis des siècles, enfin depuis des décennies. Donc c'est aussi ça qui me semblait intéressant de souligner. Et là encore, c'est un des paradoxes, un des nombreux paradoxes qu'on peut retrouver dans le rugby. Il y a à la fois ce côté mondialisé, même s'il est imparfait. Il y a ce côté également très divers, puisqu'on joue à Pretoria, comme à Auckland, comme à Buenos Aires. Mais il y a aussi ce fort aspect local, terroir, qu'on peut retrouver notamment dans le sud-ouest de la France, dans le grand sud-ouest de la France, même si aujourd'hui on est plus dans une logique de remétropolisation, ce que j'essaie d'expliquer dans le cadre du livre. Donc là encore, c'est ça qui me semblait intéressant de mettre en avant l'ensemble de ces paradoxes qui peuvent exister dans ce rugby que l'on a tendance à un peu décrire comme simple et joué par des brutes, alors qu'au contraire il est beaucoup plus fin, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et c'est en ça qu'il est passionnant à étudier. Oui, et c'est ça aussi qui est assez intéressant de voir se développer, et ce à deux égards. Comme j'ai pu le dire, le rugby est imparfaitement mondialisé puisqu'il n'est pas joué encore partout sur tout le territoire. En revanche, il y a deux éléments qui me semblent importants à souligner. Le premier, c'est la diffusion de cette pratique par les femmes, et donc le développement de la pratique féminine qui va ouvrir un certain nombre de nouveaux territoires et de nouveaux membres au sein de la Fédération internationale. Mais il y a également le rugby à 7 qui aujourd'hui connaît un développement extrêmement important, surtout depuis l'arrivée du rugby à 7 comme un sport olympique à partir de 2016. Donc c'est aussi ça qui fait bouger les choses, et
et si je passe un peu plus de temps sur le rugby à 7, c'est aussi parce que un certain nombre de pays aujourd'hui ont compris que c'était là que ça allait se passer, le dynamisme du rugby, et qu'il y avait énormément d'efforts à fournir pour arriver à être compétitif sur la scène olympique et potentiellement glaner une médaille. Et donc aujourd'hui, s'il y avait un certain nombre de pays qui s'intéressaient au rugby, on peut penser à la Chine qui avait développé certaines équipes féminines comme masculines depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, un certain nombre de crédits sont réorientés vers le rugby à 7 parce que ça fait partie du programme olympique et c'est une façon aussi de briller sur la scène internationale et aussi peut-être sur un terrain sur lequel on ne les attendait peut-être pas. J'ai cité la Chine, on peut évidemment citer un certain nombre d'autres États sur le rugby à 7 comme à 15. On peut penser aux États-Unis, il y a la Russie également qui est en train de mettre en œuvre un certain nombre de réformes et d'infrastructures pour devenir extrêmement performantes. Et il y a également des pays comme le Kenya, comme la Colombie, qui aussi sont performants sur le rugby et qui utilisent ce rugby pour arriver à avoir une existence sur la scène internationale, une existence dans ce sport-là, sur la scène internationale, en passant soit par le rugby à 7, le rugby à 13 ou le rugby à 15, la pratique masculine comme la pratique féminine. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces différentes formes de rugby permettent d'alimenter les diplomaties sportives dont un certain nombre de pays, voire même la totalité des pays, sont assez friands.